de débuter. Bien, je vous propose de débuter le grand tour d'aujourd'hui avec un titre un peu énigmatique. Donc, je vais vous parler d'un patient suivi en oncologie pour un adénocarcinome sigmoïdien métastatique au niveau hépatique qui se présente en consultation pour asthénie et douleur au niveau de l'hypocondre droit. Donc, à l'examen physique, on va surtout retenir les points positifs. Donc, il est apyrectique, il présente un ictère conjonctival et il présente une sensibilité au niveau de l'hypocondre 3. À la biologie, donc au niveau hémato et de la formule, on va surtout retenir la neutrophilie. Et alors, ici, on voit qu'il a une CRP à 65 et une cytocolestase majeure avec une bili totale à 1,8 et directe à 1,3. On l'envoie donc en urgence au scanner. Le voici, normalement. Voilà. Et alors, le radiologue protocole ce scanner en disant qu'il y a une augmentation modérée de la métastase hépatique du segment 4 et apparition d'une lésion kystique ou nécrotique dans le même segment. Voilà. Et on décide donc de l'hospitaliser en onco pour bilan. Je ne sais pas si... À ce stade, un commentaire. On ne voit pas encore ce qui fuit. Pour le moment, on est apparemment dans quelque chose de relativement simple avec des métastases hépatiques et une altération des tests hépatiques. Jean? Non, je n'ai pas commenté. Je ne suis pas plombier, mais je ne vois pas la fuite du tout. Avec un syndrome inflammatoire qui pourrait correspondre à la nécrose de la métastase. Et il se plaint de quoi, lui, au fond? Douleur, asthénie depuis 3 semaines et douleur à l'hypocondre droit aussi depuis 3 semaines. Mais donc, pas de pyrexie à la maison. Enfin, je vais détailler l'anamnèse après. Okay. Donc voilà, une fois dans le service d'oncologie, je fais quand même une anamnèse un peu plus approfondie. Donc effectivement, il me parle de cette asthénie depuis 3-4 semaines. Il me dit bien qu'il n'a pas eu de pyrexie à la maison, qu'il n'a pas frissonné. Il explique qu'il a eu une toux productive depuis 1 mois, mais qui se résout petit à petit. Et alors, cette gêne au niveau de l'hypocondre droit, également depuis plus ou moins 3 semaines. Et il parle d'une alternance constipation et diarrhée qui est survenue il y a 3 semaines, mais qui actuellement est résolue. Il n'y a pas eu de voyage récent, en tout cas en dehors de l'Europe, ces dernières années. Son dernier voyage était en Espagne. Donc voilà. Et alors, au niveau des assuétudes, c'est un patient tabagique, mais qui fume peu, on va dire, 2-3 cigarettes par jour, et qui boit 3 à 4 verres de vin par jour. Voilà. Au niveau de l'histoire oncologique, donc en septembre 2019, on lui diagnostique un adénocarcinome sigmoïdien métastatique au niveau hépatique, qui a été traité par chimio néoadjuvante et avec Vectibix. Par la suite, résection de lésions hépatiques gauche, cholécystectomie et résection rectosigmoïdienne. Et à distance, il a eu une hépatectomie droite. Bon, il a eu plusieurs récidives avec changement de traitement, mais actuellement, au moment où il est hospitalisé, il est sous Avastin en monothérapie. Dans ses antécédents, donc, on retrouve une hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, un NSTEMI dans le décours de la chirurgie colique, une hypothyroïdie substituée. Et puis au niveau chirurgical, donc, on retrouve les chirurgies dont on a déjà parlé, donc la résection sigmoïdienne, la cholécystectomie, résection des lésions hépatiques gauche, hépatectomie droite, et alors une cure d'hernie ombilicale, cure d'hémorroïdes, et au niveau des antécédents familiaux, on retrouve un cancer colique chez le frère et chez l'oncle paternel. Et
La chirurgie hépatique, la résection des lésions hépatiques gauche, l'hépatectomie droite, ça date de quand? Ouais. Ah. Tout ça 2019. 2019. Donc, il n'y a rien eu de récent de ce point de vue-là. Non. Et l'évolution de ces tests hépatiques? Donc, on a vu maintenant, ils sont solidement augmentés. J'en parle après. J'en parle. Donc, le tout, c'est de voir est-ce qu'il y a quelque chose de neuf qui s'est produit, parce qu'évidemment, en gardant le titre en tête et quand on voit ce qu'on lui a fait au niveau de ses voies hépatiques, là, il pourrait y avoir quelque chose qui fouille, évidemment. Hein? Peut-être. Peut-être. Ouais. OK. Et l'évolution est aussi un point important, de voir est-ce que cette aggravation des tests hépatiques est vraiment brutale ou bien est-ce qu'on a quelque chose qui est lentement progressif et donc la dynamique de cette évolution pourrait éventuellement... Pardon? C'était plutôt brutal. Plutôt brutal. Ouais. OK. Donc, il y a une problématique aiguë en tout cas aiguë ou subaiguë, et qui correspondrait éventuellement à ces plaintes de l'hypocondre droit. Donc, il y a quelque chose qui se passe de récent. Et soit le CA19-9, soit le CEA, on a une idée de... Si, on les avait faits, mais ils étaient stables. Oui, stables. Ouais. Bilan 6 semaines négatif. OK. Attends. OK. CEA stable. Alors ça, c'est un point également intéressant pour voir dans quelle pièce on joue. Est-ce qu'on joue dans une pièce qui serait carcinologique? On s'attendra à avoir une évolution si effectivement il s'agit d'une progression de la maladie au niveau hépatique, de ces marqueurs. Donc, voilà. Donc, je penche pour quelque chose d'autre qui est en train de se passer. Donc, au niveau du traitement à domicile, il prend de l'Azaflo, du Pentomède, le Bisoprol, du Lipitor, Cipralexa et Euthyrox, et alors l'Avastin dans le cadre de sa maladie oncologique. Donc, si je résume, donc patient suivi pour adénocarcinome sigmoïdien métastatique au niveau hépatique, actuellement sous Avastin, qui se présente pour asthénie, douleur à l'hypocondre droit, ictère conjonctivale. À la biologie, on a un syndrome inflammatoire avec une cytocolestase majeure, et à l'imagerie, donc cette lésion kystique ou nécrotique dans le segment 4. Non, je pense que j'ai pour le moment rien de très spécial à ajouter. On a l'impression uniquement que c'est une situation aiguë, combattue avec une nécrose ou un abcès secondaire. Donc, en 3 mois avant, à peu près, tout était négatif. Hein. Ouais. Stable. Et un CA relativement stable aussi. Donc, bon. La densité kystique, la densité du contenu de ce kyste. Homogène, mais on n'a pas la densité. On va voir si c'est plutôt du sang ou si c'est plutôt du pus. On n'a pas la densité. Donc, un petit mot sur les kystes hépatiques, donc, qui sont quand même assez fréquents, qui peuvent être caractérisés par leur taille, la forme, l'épaisseur de leur paroi, finalement leur contenu, si c'est homogène, hétérogène, présence de septa et de calcification. Ils sont généralement asymptomatiques et de découverte fortuite. Et alors, les symptômes apparaissent avec l'augmentation du volume kystique, avec des symptômes quand même peu spécifiques, dyspepsie, douleur abdominale, ictère, asthénie. Et alors, pour la mise au point, on peut faire l'échographie, le scanner, l'IRM. Et selon nos hypothèses diagnostiques, alors voir s'il faut faire une anapathe ou pas. Donc, je vous ai mis un petit schéma que je trouve quand même intéressant. Donc, qui sépare les kystes hépatiques en 2 grands groupes. Donc, d'un côté, infectieux avec cause parasitaire, non parasitaire. De l'autre, plutôt non infectieux avec les kystes bénins comme les kystes biliaires, les amartomes biliaires. Et puis des lésions plutôt côté malin, dont les lésions pré-malignes comme le cystadénome, et alors du côté malin, cystadénocarcinome, j'ai oublié les métastases, on a oublié les métastases. Mais voilà, comment les distinguer? Donc, par exemple, si on prend le kyste biliaire, c'est plutôt un kyste homogène, bien délimité, à parois fines. Voilà, et puis si on regarde
Les autres, alors le kyste sera plutôt à parois épaisses, on aura des septa. Pour l'échinococose, on a souvent des calcifications et alors le contenu est plus hétérogène. Donc voilà, et aussi au niveau de la clinique, il y a certaines choses qui nous permettent de les différencier. Par exemple, si on est dans une cause infectieuse, on aura souvent une pyrexie, des frissons. Voilà, donc les petites choses qui permettent déjà d'avoir une idée du diagnostic. Donc, chez ce patient, finalement, vu la clinique, enfin, quand même pas spécifique et vu cette imagerie où on ne sait pas vraiment ce que c'est, on décide de faire un drainage. Donc, on met en place une sonde Pictel au niveau de la collection du segment 4. Et alors, on décide quand même de poursuivre le bilan avec une IRM hépatique. Donc, voici le protocole. Donc, il n'y a pas de collection en regard du drain percutané. Par contre, le radiologue parle d'une lésion, l'apparition d'une lésion au niveau du segment 2, abcès, point d'interrogation, et d'autres petites lésions millimétriques au niveau du segment 3 qui peuvent correspondre également à des petits abcès vu le contexte. Voilà. On fait différents prélèvements. On avait déjà commencé une antibiothérapie initialement par tazocin, puis vu l'évolution plutôt favorable, on se dit ok, faisons un relais Péros pour qu'il puisse quand même rentrer un moment. Donc on fait un relais par ciproflagile. Voilà. Oui, il avait, je me souviens plus bien, il avait une hyperleucocidose, de la fièvre. Bon, il y avait une CRP élevée, mais pas une leucocytose. Neutrophile à 9000, pas de globule blanc à 10 000. Et la fièvre? Pas de notion de fièvre. Pas de notion de fièvre. Ça, c'est pour Jean. La question que tu me poses en secret, c'est est-ce qu'on aurait commencé du tazocin? Et si oui, aurait-on commencé du tazocin ou autre chose? Maintenant, c'est toujours facile après. C'est peut-être moi qui ai proposé le tazocin, je ne sais pas. Et j'ai eu tort. Non, je pense qu'à partir du moment où le prélèvement a été fait, on peut toujours, puisqu'on est vraiment dans le flou total, on peut commencer avec du tazo et rétrocéder et désescalader dès qu'on a plus d'identification dans les 48 heures. On aurait, il y a d'autres possibilités. On aurait aussi pu prendre simplement de l'augmentin, de l'amoxiclave. On avait commencé avec l'augmentin, non? Il me semble. Hein? Mais très vite, hein. Je pense que Oui, rapidement. en Oui. 24 heures, on a shifté parce que ça CRP flambait. Explosé. Voilà. Okay. Donc, on a quand même une série d'éléments. On a quand même une série d'éléments pour dire que l'élément est infectieux. Bon, ce qu'on nous a dit sur l'évolution des marqueurs et du bilan récent écartait raisonnablement la piste oncologique et donc de se retrouver plutôt vers une piste infectieuse intrahépatique, ce qui est quand même quelque chose de plus rare. Il faut se poser la question si Germia, comment est-ce qu'il est arrivé là? Parce que, voilà, en principe, c'est bien protégé, hein, le foie. Oui, il y a une remarque. Et je pense que on n'a pas d'explication encore quant à l'ictère. On voit une dilatation des voies biliaires, donc je pense que j'irai voir en écho-endoscopie, voir s'il n'y a pas une communication justement de la collection vers les voies biliaires, parce que ce qui au départ n'était pas, ou en tout cas cette lésion, il n'y avait pas d'ictère ni de dilatation biliaire avant cet épisode aigu, si j'ai bon souvenir. Donc, non, pas de perturbation. Donc, effectivement, donc, il apparaît une dilatation des voies biliaires qui explique probablement un ictère. On me téléphonait, mais c'est un ictère à bilirubine conjuguée, j'imagine, direct, etc. Donc, je pense que c'est un ictère obstructif, en partie lié peut-être à cela, et peut-être alors la fuite, une communication avec du pus dans les voies biliaires, peut-être. Donc, je proposerais qu'on fasse une écho-endoscopie, je ne sais pas si on avait ça, et peut-être une cholangio alors. Oui, c'est ça. Vous me posez la question de voir s'il ne fallait pas faire une cholangio rétrograde
pour voir un peu où se trouverait, de voir un peu où se trouverait l'obstacle, voire même une communication entre les voies biliaires et autre chose. Donc, soit échoendoscopie, soit une cholangio rétrograde, soit éventuellement, si on est gêné par le montage qui a dû être fait, de faire éventuellement une cholangio IRM. Ouais. Non. Ouais. La voie biliaire principale, en tout cas, sera accessible et puis on peut voir au-delà. Oui. L'un ou l'autre. Attends. Que dis-tu? On a une cholangio IRM? Alors, je remets. Ah oui. Oui, maintenant, quand on fait, ça c'est une IRM fixe, ce n'est pas vraiment des modalités pour une cholangio IRM. On va voir de manière fixe les images hépatiques, mais l'examen aurait dû être fait ou revu pour voir vraiment bien les voies biliaires. Donc, voilà, finalement, tous nos prélèvements en sérologie reviennent au négatif. Donc, on ne retrouve pas de germes. Il y avait de raison de penser indépendamment du fait que dans un abcès amibien, on peut avoir un tableau d'allure pseudo-bactérien, il y avait des raisons de penser qu'il aurait été acquérir cette affaire-là, quelque part. Non, mais en regardant la littérature, il proposait quand même de le faire d'office. Mais sinon, pas vraiment. C'est vrai qu'on peut attraper, ce type d'amibes sans avoir voyagé, parce que les amibes, elles peuvent voyager. Et donc, on peut avoir par contact quelqu'un qui aurait voyagé et puis alors se retrouver avec une amibiase. Donc, ce n'est pas déraisonnable d'avoir réalisé cet examen-là, bon, qui par rapport au reste ne coûte pas trop cher non plus. OK. Il n'y a pas de leucocyte. Dans le liquide, là, il n'y a pas de leuco non plus. Non. Je ne sais pas ce que je fais ici. Et quoi, l'aspect est purulent de ce qu'on a. Justement. Ah, parce qu'il faut voir si on a. Non, il faut voir si on a ponctionné correctement. Voilà, et donc on aurait pu ponctionner à côté, autre chose, que sais-je, moi. Donc finalement, suite à ce drainage et l'antibiothérapie, le patient s'améliore cliniquement, sa biologie s'améliore, mais voilà, on n'a toujours pas de cause, et alors ce drain continue à ramener quand même énormément, 500 cc par jour, un liquide séreux jaunâtre, très jaunâtre. Et sans leucocyte. Et sans leucocyte. Et alors, je me dis quand même que je vais peut-être essayer de recontacter ce radiologue. Il me dit que même quand il a mis le drain, ça n'a jamais été purulent. Donc on draine. Non, mais on draine. Enfin, on a ce drain qui est dans autre chose que le problème. Donc, nous, ce qu'on décide de faire, c'est d'envoyer un autre prélèvement. Le voici. OK, donc on draine de la bile. Voilà. A priori, ça ne me paraît pas totalement incompatible d'avoir de la bile dans un prélèvement hépatique qui peut avoir érodé des canaux biliaires. Il n'y a que, voilà. Ce n'est que de la bile, il n'y a rien comme élément nucléaire. Je peux juste revenir sur ces traitements oncologiques. Il a un anti-EGFR et il avait encore autre chose d'immunologique? Il a VEGF. VEGF. Il est sous Avastin. Ah, ça ne fait pas grossir les kystes biliaires. Ça, c'était la cholestase, quoi. Je ne peux pas parler. Quelque chose
Donc voilà, à ce moment-là, on se demande effectivement s'il y a une fuite. Donc on appelle nos collègues gastro-entérologues qui font une cholangio rétrograde. Et voilà ce qu'ils observent. Donc effectivement, une fuite au niveau de ce segment 4 en contact avec le drain. Et alors voilà, ils mettent en place une endoprothèse plastique. Maintenant, la question est de savoir pourquoi il y a une fuite. La réponse, son Avastin. Donc, c'est quoi l'Avastin? C'est un anticorps monoclonal anti-VEGF qui va donc se lier sur le VEGF et ainsi empêcher sa liaison avec son récepteur et donc comme ça empêcher l'angiogénèse. Dans quel cas est-ce qu'il est utilisé? Donc, c'est l'agent anti-angiogénique le plus couramment utilisé pour le traitement du cancer colorectal métastatique. Il a également été approuvé pour le cancer du sein métastatique, cancer du poumon non apicellule métastatique, cancer du rein métastatique et cancer ovarien avancé. Donc, il est pas mal utilisé, mais il y a quelques effets secondaires rares, mais qui existent, qui ne sont pas toujours connus par tout le monde. Donc voilà, je vous ai repris une liste, mais qui est non exhaustive. Donc, il peut provoquer une hypertension, une protéinurie. Donc, c'est des patients qui doivent être suivis, dont on doit suivre les urines quand même de façon assez rapprochée. Si jamais on voit qu'il y a un syndrome néphrotique qui se développe, on doit arrêter le traitement. Il peut provoquer des hémorragies, des événements thromboemboliques, des perforations gastro-intestinales et des fistules, qui, donc, dans plein d'études, on les décrit quand même comme rares. Par exemple, les fistules gastro-intestinales, on est à 1,5%. Et dans les fistules non gastro-intestinales, même à moins de 1%. Et alors, un risque accru d'altération de la cicatrisation des plaies. Donc, il faut faire attention, si jamais le patient a été opéré, de ne pas commencer trop tôt ce traitement, ou même si une chirurgie est envisagée dans le futur, de l'arrêter quand même assez tôt, on va dire, donc dans les 4-6 semaines. Et alors, on a des réactions d'hypersensibilité également. Ici, donc, pourquoi est-ce que j'insiste sur le fait de la rareté? C'est qu'au final, donc, nous, ça fait, oui, 1 an qu'on est à Delta. Moi, j'ai eu un cas de fistule. Amira a eu un cas de fistule quand elle est passée en oncologie. Donc... Ah oui. Ah oui, peut-être. Bon, je ne sais pas. Donc, voilà, finalement, il faut quand même y penser quand on est face à un patient sous Avastin, avec une clinique un peu bizarre. Et voilà. En gros, dans les études, ils sont parfaitement bien, donc avec pas beaucoup de Ouais. comorbidité. Et chez Tout à nous, fait. ils ont souvent soit déjà des maladies avancées, donc avec des fistules plus probables entre leurs tumeurs, soit eu déjà d'autres problèmes chirurgicaux, et été opérés, etc. Et donc, c'est vrai que dans la vie réelle, on en retrouve beaucoup plus que dans les études. Et voilà quelques titres de case report. Comme ça, vous voyez qu'il y en a vraiment un peu partout. Donc, on retrouve des fistules broncho-pleurales, des fistules rectovaginales, des fistules duodénocaves. Donc voilà, c'est vraiment... Il faut vraiment y penser si jamais vous êtes face à un patient et que vous ne comprenez pas très bien ce qui est en train de se passer. Donc, moi, je me suis quand même posé la question de savoir comment. Il n'y a pas d'explication précise. Il y a quelques personnes qui émettent quelques hypothèses, mais bon, voilà. Il y a déjà quelques facteurs de risque, notamment la radiothérapie. Ça, ils disent clairement que c'est un facteur de risque vu la sensibilité locale. Puis, si jamais il y a une résection tumorale, comme on sait, comme je viens de vous montrer, l'Avastin provoque une mauvaise cicatrisation. Donc, si jamais il y a eu un contexte opératoire, est-ce qu'à ce moment-là, la cicatrisation s'est bien faite, point d'interrogation.
Il y en a qui parlent d'ischémie locale, donc c'est-à-dire que l'Avastin provoquerait des embolies vasculaires sous-épithéliales, entraînant une ischémie et une nécrose des tissus normaux. Puis il y en a d'autres qui se focalisent surtout sur la nécrose tumorale et finalement ce qu'il y a autour. Donc voilà, c'est pas encore vraiment clair comment ces fistules se font. Voilà. Donc finalement, nous, pour notre patient, on a conclu quand même à un bilome surinfecté dans un contexte de fistule biliaire favorisé par l'Avastin. Voilà, juste pour le surinfecté, Oui, on s'est oui, posé beaucoup oui. de questions quand même. Oui, surinfecté, Mais, là, donc on refait de nouveau marche arrière par rapport à mais l'hypothèse voilà. initiale. Donc, Surinfecté, à aucun moment, y compris les moments initiaux, de le moindre polynucléaire. Bon, donc si on abandonne cette hypothèse-là, quel était le délai finalement entre son traitement et sa complication? Ah, il était toujours sous traitement. OK. Donc l'hypothèse éventuelle, c'est que ce traitement fonctionne sur la tumeur se nécrose et puis on a la complication. Ça vous va, ça? En onco, on a plus tendance à avancer plus vite. Si c'est aux urgences, il a déjà mis le montant. En tout cas, chez nous, ils ont reçu très vite le montant avant qu'on les drainait, donc avant qu'on ait quelque chose d'infectieux local, parce qu'évidemment, comme c'était local, on a fait des hémocs. D'accord, OK. Mais les hémocs, bon. Il est quand même arrivé à ma consulte avec une altération de l'état général assez prononcée. Il avait perdu 4-5 kilos en 3 semaines. C'était un gros castard de base, quoi. Mais il avait vraiment une histoire où il était super bien. Puis d'un coup, il a fait cet épisode de diarrhée, constipation bizarre, un peu subfébrile bizarre. Et puis, il a commencé à se dégrader. Donc, toute l'histoire prend 3 semaines. Avec une CRP, j'avais une bio de 3 semaines avant, enfin, ou d'une semaine avant, et sa CRP explosait. Et donc, même nous, les neutraux, on a tendance à plus les regarder parce qu'ils en ont jamais. Quand ils ont 9000 neutraux, pour nous, ils sont surinfectés à mort. Il n'y a rien qui va, quoi. Et c'est vrai que quand il est arrivé, on pensait vraiment qu'il flambait sa maladie parce que souvent, parfois, une historique de la maladie, comme ça, chez les gens aussi lents, à un moment, ça explose complètement. Donc, on était le jeudi midi à la réunion. Le jeudi midi à la réunion, elle voulait mettre ses antibiotiques pour la soulager, que peut-être, mais nous, on lui disait, mais ton patient, il flambe, malheureusement. Voilà. Et donc, après, on a échelonné comme ça, mais c'est vrai qu'au début, on pensait juste au fait que la maladie allait flamber, quoi. Parce qu'il a quand même 8160 neutrophils. Rarement autant, moi. Il y a quand même beaucoup de neutrophiles, hein. Et de nouveau, ici, on ne peut pas vraiment trancher par rapport à... non, je regardais ses éoginaux qui ne sont pas effondrés, par contre, hein. Donc, il a quand même 400 éoginaux. C'est ça, il a 400 éoginaux, hein. Il a 400 éoginaux. 400 éoginaux, ce n'est pas infectieux. Donc, moi, il y a un truc nécrotique. Et je n'ai pas suivi si la cholangio-rétrograde, finalement, est-ce qu'elle a montré que c'était connecté à une voie biliaire d'un calibre assez conséquent? Je voudrais revenir un petit peu en arrière. Donc, je suppose quand il a eu l'hépatectomie, donc, oui, qui était en rémission complète à ce moment-là, à part... et puis, l'anti-VOGF qui a été commencé, ça continue. Oui, il est arrivé, il avait Donc, il est arrivé, en 2019, il avait un foie droit mité, c'était qu'une lésion. Son foie gauche, il y avait une lésion et son néo du côlon. Donc, il était métastatique d'emblée. On a fait un néoadjuvant, il était en bonne réponse. Comme c'était un EGFR, c'était un CARAS non muté, on a mis du Vectibix. Du coup, on l'a opéré, hépatectomie droite. Je pense qu'ils ont fait une radiofréquence sur la lésion gauche, si je me souviens bien. Et puis, on a fait son côlon.
dans le décours d'une des 2 chirurgies, il a développé une sorte d'RCUH qui a été traitée pendant quelques mois et puis qui s'est amendée toute seule. Et malheureusement, environ 6 mois après, si je me souviens bien, il a fait une récidive hépatique, donc j'ai repris du Veltibix. Et puis, il a eu plusieurs progressions, en fait, où j'ai dû changer de traitement. Il a eu à un moment une immunothérapie, et là, je venais de rechanger pour une récidive hépatique avec des ganglions. Et il a toujours eu un marqueur très, très sensible. C'est pour ça, quand il est arrivé, malgré ce que mes collègues disaient, je ne voulais pas croire à une récidive, parce que son marqueur bougeait quasi pas. Donc, il passait de 9 à 11, si je me souviens bien, mais dans un contexte inflammatoire, d'hépatite, entre guillemets, enfin de perturbation des tests hépatiques. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi sauté sur les antibiotiques, parce que sa clinique était mauvaise, il y avait une CRP. Je ne pensais pas que c'était sa tumeur qui flambait, même si c'était une possibilité. Et donc, Bien, mais ça reste. Je pense que le message, quand même, que Célia a souligné par rapport à ce type d'effet secondaire est quand même intéressant pour penser à cette hypothèse. Bon, quitte à avoir des difficultés à refaire un scénario complet. Mais 410 eosino, je ne crois pas. OK, donc la chimio avait été arrêtée depuis 4-6 mois. OK. Alors, je laisse simplement voir le suivi. Donc, la prothèse a tari la fistule? Oui. OK. Et quelle est la suite maintenant? Parce que l'Avastin, j'imagine qu'il n'en a plus. C'est condamné. En fait, oui. C'est la mauvaise blague de l'histoire. En fait, ce patient a été retrouvé décédé dans sa salle de bain, d'une mort subite. Il n'y a pas eu d'autopsie, donc on ne sait pas. Donc, en fait, moi, je l'ai revu après sa sortie d'hospice avec un scanner, avec une prise de sang. À la prise de sang, cette test hépatique réaugmentait légèrement. Donc, j'ai fait faire une écho. Et à l'écho, le kyste biliaire s'était reformé, mais était stable par rapport à la sortie d'hospice. Et donc, je l'ai renvoyé en gastro. En gastro, c'était stable aussi. Donc, 10 jours de délai parce que je ne voulais pas le lâcher dans la nature. Et malheureusement, le week-end, il a été vu le vendredi. Et le week-end après, sa fille ne répondait pas à sa fille. Et ils ont dû envoyer les pompiers. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je pense que c'était un patient qui était cardiaque, qui avait fait un STEMI en post-opératoire ou en préopératoire. Et à mon avis, il a refait un problème cardiaque. Donc, ça peut perdre. Donc le défaut de cicatrisation peut durer après qu'on ait arrêté l'Avastin? Pendant combien de temps? 4 à 6 semaines avant et 4 à 6 semaines après. Si on veut beaucoup de sécurité, on met 6 de chaque côté. Mais même avec ça, on peut avoir des soucis. Donc, on met des timings comme ça parce que pour les ovaires et des trucs comme ça qu'on doit débulquer ou on doit aller faire des grosses chirurgies, eh bien, on ne peut pas perdre 3 mois. Mais au plus on met de temps, au mieux c'est, quoi. Bien, voilà, merci. Merci pour ce cas mystérieux, mais où il reste quand même malgré tout un petit mystère. Et à la semaine prochaine.